conte à ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouveau conte de la queue du lézard. Aujourd'hui, découvrons ce conte inspiré par un voyage en Allemagne. En réalité, plutôt inspiré par les émotions ressenties à cette époque-là. Il est longtemps resté inachevé, et c'est justement dans cette forme inachevée que je vous le livre aujourd'hui. À vous de me dire si vous le percevez comme tel, ou de me confier comment vous le poursuivriez. Découvrons ensemble le conte Décollement de Racine. Il était une contrée ni trop proche ni trop éloignée, ni trop plate ni trop vallonnée, ni trop sèche ni trop verdoyante. C'est sur cette contrée que régnait un roi au caractère de chien qui avait épousé la plus belle des femmes de son royaume. Quelques années après leurs dispendieuses et fastueuses noces, tous les sujets attendaient avec impatience la naissance des deux jumeaux, promis par les médecins, praticiens et autres carabins assermentés de la cour. Mais rien ne se passa comme prévu, et la magnifique reine, adorée pour sa beauté non moins dispendieuse, mourut en couches. Elle eut le temps, dans un dernier et langoureux soupir, de donner naissance à 2 garçons, ou un garçon, c'est selon. Les enfants étaient nés siamois, et les 2 corps demeuraient reliés par un crâne glabre qui les retenait soudés. La cour fut horrifiée par cette double naissance qu'elle estimait monstrueuse et indigne du couple royal, et l'on préféra célébrer les funérailles de la magnifique reine, feu leur mère, en s'enduisant le visage de cendre et en convoquant pléthore de pleureuses des contrées voisines, plutôt que de festoyer pour la naissance des 2 rejetons royaux. C'est ainsi que les 2 garçons siamois vécurent leurs premiers mois dans l'ombre solaire de leur mère défunte, sans prénom, à l'écart, isolés du reste de la cour, et surtout loin du regard des sujets du roi, dans une écurie du château, nourris au sein par des nourrices toujours plus nombreuses à mesure que les précédentes démissionnaient, horrifiés d'avoir 2 têtes collées sur chacune de leurs mamelles. Le roi, leur père, négligea ses enfants, les délaissa, les oublia tant qu'il put, comme il redoublait d'efforts pour faire le deuil de son épouse chérie. Après plusieurs mois de deuil, il avait beau avoir congédié les pleureuses des contrées voisines et avoir instamment demandé à ses sujets de se débarbouiller de la suie dont chacun, comme pour battre sa coulpe, recouvrait son visage, la tristesse ne le quittait pas. Puis vint un jour où l'une des exponentielles nourrices tapa dans l'œil du maître de la contrée. Il faut dire que celle-ci, bien qu'au regard torve et au demeurant fort laide, avait beaucoup d'humour et riait volontiers aux blagues grotesques dont notre roi au caractère de chien aimait émailler ses conversations dînatoires. C'est ainsi que ladite nourrice accepta d'être anoblie par le roi, lequel s'empressa de l'en épousailler en retour. Sans autre forme de procès, l'on convoqua les clercs et les notaires qui se convoquent en pareille circonstance pour authentifier l'acte et témoigner de cette union fulgurante qu'avait déclenchée une simple bonne blague à laquelle on avait su rire à propos. La noce se déroula selon la coutume locale, et la mariée fut enduite de blanc d'œuf et de sucre glace pour que sa robe de mariée fît bien meringue. Si le roi était coutumier du fait, ne serait-ce que parce que feu son ex-femme avait subi le même traitement, sa nouvelle femme fut très surprise de ce rite pâtissier, et elle sembla, dès la nuit de noces, si accablée et si contrite de honte, qu'elle en nourrit une certaine rancœur et amertume envers le roi et son peuple, aussi doux et savoureux qu'ait été le mélange auquel elle avait été exposée. La nouvelle reine était fort peu appréciée du royaume. Contrairement à la précédente maîtresse de Séan, celle-ci montrait très peu son visage, et même si elle pouvait paraître affable puisqu'elle ricanait fréquemment, elle gloussait généralement sous cape de peur que l'on ne découvre son long museau, ses dents acérées et son pelage clairsemé et hirsute, de peur aussi et surtout que l'on ne comprenne que son rire étrange n'était rien d'autre en réalité que celui d'une hyène. Notre roi soupolait,
flatté par la dame qui avait ri à ses sorties, ne s'était pas aperçu qu'il avait marié un drôle d'animal. Les diacres et autres notaires eussent au fait d'annuler ce mariage s'ils avaient eu vent d'une telle supercherie bestiale. Mais Dame Hyène savait les charmes et les breuvages qui permettent de garder un homme dans l'illusion et en sa couche. Grâce à cela, personne ne l'inquiétait, et pire encore, elle réussissait à prendre l'ascendant sur le royaume au détriment de notre caractère de chien de roi, qui, sous l'effet des drogues, était devenu doux comme un agneau. Dame Hyène maniait à la perfection l'art délicat de la manipulation. C'est par ce même art qu'elle enjoignit les médecins, praticiens et carabins de la cour de faire quelque chose pour les 2 garçons qu'elle continuait de nourrir au sein, cachés dans l'écurie, qu'elle chérissait comme sa propre progéniture. Elle ordonna de commettre l'impossible, afin de séparer les 2 garçons, et fit valider par décret signé de la main même du roi de faire procéder à l'opération de séparation des 2 crânes. La jante médicale s'exécuta aussitôt, et il ne fallut pas moins de 12 heures de travail aux 50 doigts experts qui s'affairaient sur l'unique boîte crânienne pour réussir à en extraire 2 belles boîtes bien distinctes. Avec force couteaux, bistouri, scalpel et ciseaux, les chirurgiens pincèrent, tracèrent, coupèrent et partagèrent et scindèrent, épongèrent, découpèrent et tranchèrent, et séparèrent à nouveau, suturèrent. Cela faisait beaucoup de verbes dans une seule et même phrase, mais le corps médical avait l'habitude de les pratiquer, bien que très peu au passé simple. Le médecin en chef, perruquier à ses heures perdues, sortit de la salle d'opération après les 12 heures révolues, des ciseaux encore sanguinolents au bout de ses longs doigts engourdis, et clama d'une voix douce et délicate « Aussi simple qu'un décollement de racines !» L'opération se déroula fort bien, il est vrai, mais ceci à un détail près. L'un des garçons avait manifestement le crâne très bombé, et l'autre garçon se retrouvait avec le crâne bien en creux, comme évidé, sorte de tête élaguée, si bien que Dame Hyène décida de les prénommer respectivement convexe et concave. 2 prénoms qui allaient à ravir, comme cette nouvelle particularité physique faisait leur charme, mais permettait aussi de distinguer les 2 jumeaux, qui par ailleurs se ressemblaient fort. À partir du moment où les jumeaux eurent un prénom, ils commencèrent à avoir une existence à la cour et auprès des sujets du royaume. L'ancienne disgrâce fut alors bien vite oubliée. Cela faisait tout de même plus de 6 mois que les garçons vivaient sans prénom, et que les dents commençaient à sortir de leurs gencives. La lune était pleine, la nuit de leur 16e anniversaire, et c'est avec stupeur que l'on se rendit compte à la cour que le temps étonnamment file et passe. Les 2 rejetons royaux avaient vécu leur enfance et leur adolescence comme 2 rejets de greffe d'eux-mêmes, séparés de corps et d'esprit, mais très heureux, chacun de leur côté. Chacun d'eux vivait dans une aile opposée du château. Des gardes avaient même été postés dans les corridors, afin d'éviter que leurs rencontres ne tournent aux empoignades impromptues et à la rixe. Il faut dire que les jumeaux se haïssaient diablement, et qu'ils en venaient illico aux mains lorsqu'il arrivait qu'ils se trouvassent assemblés dans une même pièce. Lors des dîners quotidiens, comme des banquets de fête, ils réussissaient toutefois à faire bonne figure et à se détester cordialement en présence du roi leur père et de leur marâtre Dame Hyène. Convexe était costaud, le muscle bandé par l'entraînement. C'était, comme se plaisait à l'appeler sa marâtre, son fier dur à cuire. Il était intrépide, intraitable et un peu sadique sur les bords. Avec son crâne ferme, qu'il avait tout aussi volontaire que son menton, il aimait donner des coups de boule et mener la vie dure à son frère, mais aussi aux animaux et dames de compagnie de la cour. Cruel comme il était, il avait la dent dure et toujours une dent contre quelqu'un. Il avait du mordant, c'est certain. Ce n'était pas rare qu'il provoquât moult duels à l'aube, et l'on disait de lui à la cour, tant il refusait d'entendre raison de la part de ses adversaires, qu'il était aussi bien dur de la feuille. Concave était doux et raffiné, très tolérant et sans doute un peu mou du genou. Il lâchait du mou sur à peu près tout.
intellectuel à temps plein, à force de rester assis au milieu de moelleux coussins à bouquiner tout le jour durant, il avait la fesse bien molle. Adepte du bourrage de crâne, qu'il avait fort creux, il chérissait les moments où il pouvait se garnir de dogmatiques théorèmes et de mélancoliques rêvasseries, afin de se bourrer le mou tout seul. Lâche face au moindre péril, c'était, comme se plaisait à l'appeler sa marâtre, sa tendre chiffre-molle. Et c'est avec force sarcasme, pour parler de son crâne creux, qu'on disait de lui à la cour qu'il avait la bosse des maths. Il n'était pas rare que chacun, dans leurs donjons respectifs, les deux frères rêvassent de choses vraiment terribles et horribles pour des personnes de même lignée, de même famille, de même couche et qui plus est de même crâne. Le meurtre hantait leur nuit, et tous deux se réveillaient souvent sur les coups de 3 heures du matin, en nage, mais aussi pleins d'une inassouvie satisfaction, à l'idée pour l'un de la main déterminée qui plonge un poignard dans son frère afin de s'en glorifier, à l'idée pour l'autre du ventre mou qui reçoit l'assaut acéré afin de mieux pouvoir s'en plaindre à sa marâtre. Comme dans cette contrée un peu futile, est-il utile de le rappeler, on chérissait les fastueuses et dispendieuses festivités, il fut organisé pour le 16e anniversaire de Convexe et Concave un événement à leur image respective, un tournoi de chevalerie et une joute verbale. L'on convoqua de très nombreuses et coûteuses rieuses des contrées voisines dont on peupla les gradins et qu'on dissémina savamment dans le public pour donner au spectacle l'allant, l'entrain et l'enthousiasme que personne n'avait par ici. Les festivités commencèrent par le tournoi et l'on harnacha les chevaux de Convexe et Concave. Le premier tournoyeur, très impatient d'empaler son adversaire, avait fière allure sur son destrier, avec sa lance dure, pointée droit en direction de son frangin, placé à l'autre bout de la lande où se tenait l'événement. Le deuxième tournoyeur avait l'air tout penaud sur son canasson, tant et si bien qu'on eût dit qu'il se rendait à l'échafaud. Le public, surtout les coûteuses rieuses des contrées voisines, attendaient avec impatience la prise d'élan des chevaux, le galop, le fracas des lances contre les écus, le spectacle, en somme. Rien de tout cela cependant n'arriva. Au moment où les deux chevaux s'allaient élancer l'un vers l'autre, un chat noir traversa la lande du champ de bataille simulé et effraya les bêtes qui ruèrent, s'enfuirent et laissèrent les cavaliers bien mal en point, le cul tout crotté, dans une mare de fange. Faute de cheval de substitution, l'arbitre dut annuler l'épreuve, et le public se résigna à déclarer forfait. La trêve initialement prévue entre les deux épreuves permit de rassasier les convives et de faire oublier ce fâcheux incident qui laissa tout contrit de honte nos deux semblants de chevaliers. Les festivités, en partie compromises, se poursuivirent par la joute verbale, et avec de nombreuses parures et draperies, l'on prépara la grande scène sur laquelle s'allaient produire Concave et Convexe. Le premier jouteur, très impatient d'envoyer au visage de son fraternel les traits les plus savants et sournois qu'il préparait depuis des lustres, tournait 7 fois sa langue dans sa bouche comme pour se gargariser de ses futures sorties. Le deuxième jouteur, le visage déconfit, se demandait bien ce qu'il faisait là, et son air piteux donnait l'impression que les futures formules proférées par son frère seraient pour lui comme des sentences de mort auxquelles il ne saurait répondre ou riposter. Le public, du moins les coûteuses rieuses des contrées voisines, attendait avec enthousiasme que les boutades et les bons mots jaillissent, que les traits d'esprit pleuvent, que le spectacle commence en somme. Rien de tout cela cependant n'arriva. Au moment où l'on s'attendait à ce que les deux bouches s'invectivassent et s'agonissent de mots perfides, un chat noir traversa la scène du côté jardin jusqu'au côté cour, un fil à la patte, fit trébucher nos deux apprentis comédiens et les laissa bien mal en point, la tête dans le décor qui s'était écroulé entre-temps. Devant tant de ridicule, Dame Hyène se leva de son trône en furie et déclara l'atermoiement des festivités. Le roi leur père,
s'était à la différence générale endormi, repu du buffet de mi-temps. Le festival, qui devait marquer le 16e anniversaire des deux frères, avait tourné au fiasco. Dame Yen, qui s'était fort retenue jusque-là, décida, de rage et sans autre forme de procès, de faire exécuter toutes les coûteuses rieuses des contrées voisines. Les gardes s'exécutèrent sur le champ et tranchèrent la gorge par trop déployée de ces rigolardes étrangères. Mais ne pouvant se contenter d'une exécution publique si commune et ordinaire, Dame Yen jaillit brusquement de sa loge royale, se dévêtit tout d'un coup en déchirant ses habits royaux, et toute nue, à poils hirsutes et clairsemés, se mit sitôt à quatre pattes pour détaler jusqu'au lieu de la boucherie où le sang dégouttait et faisait déjà d'une flaque une mare et bientôt un étang Rubicon. Prise d'un rire frénétique, l'hyène dévoilait ses crocs sanguinolents et son pelage nu, lustré de l'humeur encore chaude de ses victimes. Le temps que les gardes rangeassent dans leurs fourreaux les poignards, glaives et épées. De cette séance de furieuse dévoration que s'offrit l'hyène, il ne resta bientôt des sanglantes rieuses que les os et les oripeaux. La lande rougie par l'exécution fut tôt d'être nettoyée, et après quelques incisifs instants, il ne demeura plus trace de cette horrifique représentation. Cet édifiant spectacle eût pu horrifier le roi, mais comme il somnolait encore, cela le tira à peine de son sommeil de repu. Cet édifiant spectacle eût aussi pu horrifier la cour et les sujets de la contrée qui assistaient au festival, mais comme le sort des coûteuses rieuses des contrées voisines laissait tout le monde détaché, insensible et blasé, personne ne s'offusqua que Dame Yen en fasse banquet, même à quatre pattes, même toute nue. Seul, convexe et concave, encore meurtris de la honte qui les avait saisis, étaient restés ahuris devant la scène de leur ancienne nourrice et actuelle marâtre, déchiquetant avec délectation les membres encore pantelants et tout palpitants des rieuses des contrées voisines, qui n'avaient plus rien de coûteuse, comme elles n'avaient reçu pour seul salaire que leur triste exécution et exemplaire dévoration. C'est donc pétris de honte et d'effroi que les deux frères se décidèrent comme d'un seul homme et d'un commun, tacite et providentiel accord, à prendre leurs jambes à leur cou, avant que, pensaient-ils, ces mêmes jambes et ces mêmes coups ne fassent, eux aussi, l'objet d'un autre fortuit et funeste festin. C'était Décollement de Racine, un conte imaginé, écrit et lu par Wilfrid Merklen et illustré par Romain Valour. J'ai hâte de vous retrouver très vite pour une prochaine histoire à propos d'un prince cette fois-ci. Entre-temps, pour continuer à faire vivre l'imaginaire, pensez à vous abonner à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à déposer 5 étoiles et un commentaire. À bientôt sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, mais aussi sur laqueuedulézard.com.